D'accord. Ce qui a brûlé, j'ai vu sur internet il y a quelques années. Oui, complètement. Hein, voilà. Donc vous étiez juste à côté de la Tour Sainte, là. Je me souviens pas, Oui. à l'époque. Et bon, là, je reconnais bien. Là, c'était des bâtiments où il y avait des civils qui logeaient. Ah, ben c'est vrai que quand là et là. on voit là-bas, l'architecture dedans, on voit Ouais. bien que on voit bien qu'il devait y avoir des familles. Oui, alors est-ce que c'était des civils ou aucun militaire, je ne sais pas trop. Il y avait des personnes civiles, maintenant, qui travaillaient D'accord. là, ici. Quand c'était une petite unité, c'était un centre mobilisateur. Ah oui. Et ça, qu'est-ce que c'était? On m'a toujours dit que c'était Des ateliers. Des ateliers. Et là, c'était quoi? Certainement des là, il y logements. avait des logements pour un sergent-chef qui habitait en permanence. À Là, ça va l'époque. comme ça. Ouais. Parce qu'on était à peu près une vingtaine de bidas, hein. Oui. Et puis presque autant de sous-officiers. Je veux dire, là-bas, il y a des matériels, des camions, des voitures. Ah oui, sur le fond, là. Sur le fond, là-bas, oui. D'accord. Et là, ici, le bâtiment, c'était des matériels aussi. Mais là, c'était Des soldats. des uniformes. Non, mais il y a la moitié à droite, là, à peu près. Là. C'est des uniformes et des fusils pour stocker là. Des fusils? Ouais. Ah ouais? Des armes. Dans la cave? Au rez-de-chaussée au premier étage. D'accord. On ne montrera pas parce que Non, ça non, non. vient d'endroit. Bien sûr. C'est bon, on va Rez-de-chaussée au prendre. premier étage. Et la deuxième partie, par là, bah, c'était les dortoirs. D'accord. Les dortoirs, les soldats. Là où il y avait des chambres pour sous-officiers. Ah, Et à un moment donné, comme ça. j'en ai profité une fois. D'accord. C'était très bien. D'accord. Ici, une fois par an, ils faisaient des périodes de réserve. Ouais. Des bâtiments où les civils habitaient. Alors, c'était des civils, on m'a toujours dit que c'était des officiers, là. Avec le jardin des officiers à côté, parce qu'il y avait des... Ah, bah peut-être. C'est pour l'époque. Ah bon, d'accord. Et alors, tiens, justement, ça fait bien. Là, je suis venue faire des photos parce que c'est au service de l'eau. Donc, entre autres, quand il y a un cadeau, quoi. D'accord. Et donc là, je suis venue faire des photos parce qu'il y a une réserve d'eau. Est-ce que ça vous parle, ça? Non. Tiens, venez voir. Les locaux des soldats. Avec ici à gauche, au rez-de-chaussée, il y avait le foyer. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'était en état, hein, c'était propre. Hein. C'est dommage. Hein. Voilà le foyer. Bah, regarde, on voit toujours le comptoir. Et puis ici, bah oui, c'était la salle de repos, il y avait un billard, une télévision. Et puis à gauche, donc, des sanitaires, C'est ça. des douches. Là, ouais. On occupait le premier étage. Hein. D'accord. Voilà. Et puis moi, Vous bossiez là. Vous vous en souvenez de cette carte? Cette carte d'état-major. Les grades fortes. L'année dernière, on a fait une expo ici qui D'accord. s'appelle Laps. Il y avait des D'accord. artistes et puis ça permettait aux gens de venir voir, Ouais. quoi. C'est que les gens rentrent, même si c'est interdit, les gens Oui, bah, rentrent. bien sûr. C'est des gens hein, comme le feu. Hein. Oui, bien sûr, oui. Donc voilà la fameuse piste. Alors là, on fait il y a des visites organisées par l'Office du tourisme. D'accord, Il faut d'accord. s'inscrire. D'accord. Et donc vous avez un petit tour sur les hauteurs Ouais, et ouais, après il descend. Et là, c'était le bureau où je travaillais, là, avec deux personnes civiles, deux dames. Hein? Et puis là, à droite, la fenêtre, là, c'était le bureau du chef de corps, du commandant. C'était un grade de commandant qui pouvait terminer lieutenant-colonel avant. On nous a toujours dit que c'était le gymnase. Ah, le gymnase, nous, on allait là-bas, dans une partie de bâtiment rez-de-chaussée là-bas. Il y D'accord. avait une salle de sport. Parce que là, c'est sûr, il y a du traçage, au sol. Ouais, Et en dessous, il y a le cellier des moines. d'accord. J'étais là-bas, la partie gauche du bâtiment. Il y avait le réfectoire d'ailleurs, là-bas. Puis là, c'était habité. C'est une catastrophe. Ça, c'est des années, sur les 40-50, ça, je pense, hein, peut-être.
C'est mieux après ça. Ça aussi, ça c'est plus ancien ça. Alors il est en deux parties, on voit bien, hein, c'est ce que les architectes nous ont dit. Avant le toit il était plat et puis ça a été reconstruit. Voilà. Au-dessus là, tout en haut là, il y avait enfin archives de films, de tout le 14-18 là. Quand on avait le temps avec un lieutenant, même un lieutenant, et on allait regarder ça, des films c'est que c'était confidentiel à l'époque. Hein. C'était habilité confidentielle défense, c'était confidentiel les films de 14-18 qui étaient là. Faut que je puisse rentrer. Ouais, bah, oui. Voilà, après c'est vrai que souvent il y a des gens que j'en retrouve devant la porte. Bah oui, comme moi sûrement. Puis j'aime bien montrer que donc le moindre voilà, moindre bien sûr. Voilà. 19 hectares quand même, hein. Comment 19 hectares. Ouais. Quoi faire, hein. Oui. Et donc en dessous, c'est la citadelle avec 7 km de galeries. De galeries, voilà. Et on parcouru une certaine quantité. Vous êtes de quelle région moi, je suis de... Enfin, à ce moment-là, j'habitais en banlieue est de Paris. D'accord. Beaucoup des conscrits ici on venait de là-bas. D'accord. J'ai eu la chance parce qu'il y en a qui allaient plus loin en Allemagne. C'est-à-dire que pour les permissions, c'est encore plus de frein. Ouais, c'est vrai. Et à l'époque, on prenait, il y avait un autorail, vraiment les anciens autorails. Hein. Verdun, la Messine, Verdun, Chalon-sur-Marne. C'était ça, Chalon-sur-Marne. Et après un autre train dans la gare de l'Est. Donc là, il y avait des enfants, il y avait des familles là. C'était bien, c'est marrant. C'est ce qu'on dit. Ici, là, dans le bâtiment. C'était considéré comme le jardin. Alors, on disait les officiers, parce qu'il y a des sortes de coins. Oui. Mais je vous dis, vous pouvez, si vous êtes plusieurs jours sur Verdun, vous pouvez voir avec l'office du tourisme. D'accord, bien sûr. Je suis passé de... je suis garé sur le parking là-bas, qui est en bas d'ailleurs, en contrebas. Je suis passé devant. Quand on faisait des visites. Ouverture au public, que les gens puissent venir se promener. Donc c'est mise en sécurité des bâtiments, les gens ne viennent pas rentrer là-dedans. Et puis la sécurisation du pourtour. Merci madame, merci. Bah, je vous en prie, au revoir, merci. Merci également. Merci. Citadelle de Verdun, un lieu assez insolite s'il en est, qui n'est pas franchement ouvert au public. Vous constaterez très vite pourquoi. Ici, vous êtes sur le mont Saint-Vanne. C'est le nom de la colline autour de laquelle on va ériger les murailles de la citadelle. Mais l'histoire de ce lieu remonte à bien plus loin que ça, à l'époque déjà celtique. Il y avait ce qu'on appelait un oppidum, une place fortifiée, ceinturée de murailles de bois, de terre. Après tout, on est au sommet d'une colline, il y a un fleuve pas très loin, donc on est sur un lieu éminemment stratégique. Avec plusieurs textes de loi concernant la suppression du service militaire obligatoire et la réforme de l'armée française. De fait, beaucoup de villes de garnison en France ont dû se séparer de leur régiment. On n'a pas échappé à la règle à Verdun, puisque sur 10 casernes, on en a fermé 9. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que le premier chasseur à Thierry-sur-Meuse, une ville voisine. Dans tous les cas, dans les années 90, l'ensemble de la citadelle, haute et souterraine, sera cédé pour le franc symbolique au département. À l'époque, décision politique oblige, le département a totalement abandonné la surface pour se concentrer sur le tourisme en souterrain. Autant vous dire qu'en plusieurs dizaines d'années, entre les squats, les vols, les ferrailleurs qui se servent et la nature qui reprend ses droits, la citadelle haute a totalement périclité. Alors s'il vous plaît, soyez très indulgents avec l'état dans lequel vous allez trouver ce lieu. Depuis 2009, c'est la ville qui est propriétaire et l'office de tourisme organise donc des visites guidées de temps en temps comme celle que vous allez suivre aujourd'hui. Il y a plusieurs projets qui sont dans les tiroirs de la municipalité pour réhabiliter le lieu. On attend encore, peut-être que le tout sera transformé en une sorte de gigantesque parc municipal fermé la nuit, avec à disposition bibliothèque, médiathèque, etc. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques tout au long de cette visite, il ne faut vraiment pas hésiter, je suis là pour ça. Peut-être une question naïve, mais ça représente quelle surface en fait à réhabiliter? Alors, en surface, on a 23 hectares.
en souterrain 7 km. Aujourd'hui, on ne va pas faire la totalité des 23 hectares, parce qu'on a quand même un timing assez limité. On va faire seulement l'hémisphère nord de la citadelle haute. Mais croyez-moi, il y aura déjà pas mal de choses à découvrir, et j'aurai peut-être même quelques trésors cachés à vous montrer. Allez, par ici. On va passer un petit couloir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas si étroit que ça, mais on va y aller en file indienne. Simplement, le début de ce couloir, il faudra se baisser sur à peu près 1 mètre de longueur et après ce sera largement à hauteur d'homme. Quand on passera sur la droite après la grille, vous apercevrez peut-être un petit dépôt lapidaire relatif au chantier archéologique qui a eu lieu autour de l'abbaye Saint-Vanne en 2012. Si vous avez des lampes torches ou un téléphone pour vous éclairer, messieurs, dames, vous aurez compris, le meilleur investissement pour lutter contre la canicule, c'est la pierre. Donc, tout cet espace avec de gros appareillages, des pierres assez imposantes, de belle taille, tout ça c'est du 17e. Par contre, sur le côté extérieur du couloir, sur notre gauche, il y avait de la maçonnerie un peu plus petite, un peu plus abrupte. Là, ce sont des modifications notamment du 19e. Tout simplement, nous avons suivi le même parcours que pouvaient utiliser les hommes qui s'écrivaient ici au XVIIe siècle. À l'époque, il n'y avait pas encore l'électricité. On s'écrivait avec quoi? Des bougies. Dans une poudrière. Vous n'avez pas peur? Alors on n'est pas bête, effectivement, on a des bougies, mais du coup, on va d'abord emprunter ce petit couloir que nous avons utilisé. On va déposer des chandelles au niveau des ouvertures carrées qui autrefois n'étaient pas vitrées, et ainsi on peut se procurer un peu de lumière sans pour autant que la flamme soit en contact
direct avec une mission. Et continue la tour. Et on peut passer par ça. Je passe entre les deux. La deuxième moitié du XXe siècle, les militaires conservaient ces espaces pour tester leur matériel anti-gaz. Si on lève la tête, on aperçoit les anciennes cheminées d'aération avec un gros appareillage tout à la base et ensuite de la maçonnerie plus simple. Du moment où cette maçonnerie forme un cercle, on est sur l'épaisseur de plafond. Là où ça commence à former un cercle, bien entre 3 à 4 mètres, c'est quand même pas mal. Théorie, fin 19e, on estime qu'on est plutôt à l'abri. Mais la présence de cheminées d'aération ici n'est pas anonyme, alors que l'autre pièce que nous avons traversée était plafonnée de métal. Mais il y a donc ces deux alcôves qui ont un rapport direct avec la présence du cheminée. Et ça fait tout ce qui peut être là. Alors, on n'est pas loin des cuisines, effectivement, mais on va cuisiner un aliment bien particulier. Je disais, il y avait ici deux fours à pain. Alors, bien entendu, ces contenus vont déménager dans les souterrains dès le début de la Première Guerre mondiale. Les souterrains de la citadelle comptaient pendant la guerre 9 fours qui fonctionnait H24. En moyenne, on estime que la production de pain de la citadelle souterraine pendant la guerre s'élevait à quelques 28 000 niches par jour. Ça a pu monter jusqu'à une quarantaine de milliers, selon les besoins. Alors, la production de pain, c'est ultra important parce qu'il faut quand même nourrir les soldats qui sont en séjour dans la citadelle souterraine. Il faut alimenter également les forts et ouvrages voisins, notamment à l'arrière, mais aussi alimenter le champ de bataille. Mais par quel moyen est-ce qu'on va emmener la nourriture sur le champ de bataille, messieurs dames ? Ici, messieurs, dames, c'est peut-être bien le lieu que je préfère sur la citadelle haute. On a vraiment l'impression que ici, plus qu'ailleurs, on est parfaitement dans une bulle, totalement à l'écart du reste de la ville. L'espace grillagé que vous voyez au sol, c'est un ancien accès au souterrain qui a été tout simplement fermé, puisqu'on est quasiment à côté du parcours touristique, à ce niveau-là, donc on ne peut plus y aller. Et nous avons autour de nous tout ce qu'il nous reste de l'abbaye Saint-Valent. Cette abbaye a été fondée en l'an 950, 40 ans avant la cathédrale de Verdun, et elle suit les règles de Saint Benoît. Alors les abbayes bénédictines comportent des religieux qui font principalement preuve d'obéissance, de charité, de chasteté, de célibat, de silence, etc., etc. La liste des règles à suivre est quand même assez longue, mais je pense que c'est déjà pas mal comme résumé. C'est relié tout simplement l'église au bâtiment monastique. De ce cloître, ce sont les seuls éléments qu'on a conservés. Ils datent du XIIe et étaient de style roman. Vous avez quelques notions d'architecture médiévale. Le roman, c'est une architecture qui est plutôt considérée comme massive, assez peu décorée, plutôt sobre, mais caractérisée par des arcs en plein cintre, en arc de cercle. Or, vous allez me dire là que mes arcs de cercle qui commencent un petit peu à pointer vers le gothique quand même. Ici, le gothique n'arrivera officiellement qu'au XIVe siècle. Mais
Audrey, des voyages, des bâtisseurs. On fait des petites expériences. On est sur du roman, tardif, certes, mais quand on observe par exemple les décorations sur les chapiteaux ou à la base des petites colonnettes, on n'est pas sur quelque chose de suffisamment élaboré pour être considéré comme du véritable rousseau. Cette abbaye va rayonner dans toute l'Europe, notamment au XIe et XIIe siècle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va suffisamment s'enrichir pour s'offrir les services de serviteurs laïcs. C'est quand même pas rien. Il y a une sacrée rivalité également, pas très loin de Verdun, et elles vont fonder un faubourg qu'elles ont baptisé Regret, parce qu'elles regrettaient le temps de la vie verdinoise. D'ailleurs, les regretter, c'est encore le nom des habitants de Verdun. Révolution française, évidemment les religieux sont chassés et le lieu est totalement abandonné. De temps en temps, bon, voici le bâtiment administratif, les bureaux, qui a été incendié en 2018, où j'ai travaillé comme secrétaire vaguemètre du commandant. A seulement 3 paroisses actuellement. Sur le devant d'hôtel, on peut apercevoir plusieurs bas-reliefs tout à fait contemporains. Ils ont été installés ici il y a plusieurs dizaines d'années, et ça n'a pas empêché certaines personnes d'essayer. Je pense savoir de quoi vous allez parler. Le plan, non? Comment? Vous connaissez? J'ai habité ici et travaillé pendant une année pendant mon service militaire. D'accord. Vous avez vécu votre service militaire sur la citadelle, quoi? C'était un centre mobilisateur à l'époque, vous savez. Ça, c'était les bureaux. Il y a quelques mois maintenant, j'avais eu dans une visite des personnes qui ont vécu dans les casernes du coin. Les familles militaires, oui. Tout à fait, ouais. Ils disaient, oh, quand on était gamin, on allait jouer au milieu des trous. Tout à fait, ouais. C'est ça. Messieurs, dames, nous avons ici la principale caserne de la citadelle haute, un édifice daté de 1830, mais qui sera rehaussé d'un étage et de combles dans les années 1860. On pouvait y accueillir environ 600 hommes. Cette caserne porte le nom de Beaurepaire. Nicolas-Joseph Beaurepaire est un homme d'armes ayant vécu au XVIIIe siècle. Lors de la Révolution française, cet officier est en poste à Verdun. Et son histoire est quand même très particulière. Il se trouve que nous sommes en 1792 et au mois de juin, le roi de France et sa famille a tenté de s'échapper de Paris pour rejoindre la ville de Montmédy et ses partisans royalistes. Bon, il va se faire choper en cours de route. Sa course va s'arrêter au village de Varennes en Argonne, à une trentaine de kilomètres d'ici. Et là, les puissances voisines de la France vont commencer un petit peu à s'inquiéter. Vu le comportement des Français envers leur roi, il se pourrait bien que les habitants des pays voisins prennent exemple sur la France et renversent leur propre régime impériaux ou monarchiques. Donc pour leur propre sauvegarde, ces différentes monarchies décident d'intervenir en France, de déclarer la guerre à la Révolution et de rétablir Louis XVI sur son trône. En août 1792, les Prussiens, déjà eux, assiègent la ville de Verdun. Et ce siège va mettre à mal la population. On vit en autarcie. Le commerce n'est plus possible. On ne peut pas vraiment sortir de la ville pour aller s'approvisionner dans les villages voisins, dans les forêts voisines. La nourriture vient à manquer. La famine menace.
Alors les échevins, les dirigeants de la cité, prennent une lourde décision. Ils souhaitent se rendre et offrir aux Prussiens les clés de la cité, ce qui permettrait symboliquement aux Prussiens de continuer leur route vers Paris et de laisser les Verdunois tranquilles. Les Verdunois pourraient ainsi retrouver une vie à peu près normale. Mais, dans le lot, il y a notre beau repère, qui lui est un militaire de carrière. Et il a son honneur de militaire à défendre. Hors de question de se rendre. Mais personne ne l'écoute. Personne n'est d'accord avec lui. Alors il va s'isoler dans l'actuel bureau du maire et se donner la mort. C'est bien connu, quand on n'est pas d'accord avec vous, vous vous suicidez, au moins c'est clair. C'est radical, mais tout le monde a compris. Voilà pour le petit épisode révolutionnaire à Verdun, mais cet événement va avoir plusieurs conséquences. Ce siège prussien à Verdun va avoir plusieurs conséquences, à la fois locales, dirons-nous, et nationales. Les conséquences locales, c'est tout simplement que pendant ce siège, les dirigeants de la cité ont formé un groupe de plusieurs femmes, la plus jeune avait 15 ans, la plus âgée la soixantaine, et on a demandé à ces femmes de quitter Verdun les bras chargés de dragées, c'est un peu notre spécialité à nous, et d'aller offrir ces dragées aux Prussiens, en signe de pacifisme finalement. Ça, les révolutionnaires, ils n'ont pas trop apprécié. Cet acte de don de bonbons a été considéré comme un acte de haute trahison envers la Révolution. Ces femmes ont été emprisonnées, notamment dans les geôles de Saint-Mihiel, au sud du département. Alors, elles ont rien fait, enfin, rien de répréhensible. Alors leurs geôliers ont fait exprès de mal les surveiller, comme ça, bon, s'il y en a une ou deux qui s'en va, on n'a pas vu, hein, c'est pas nous. Mais elles vont toutes rester solidaires les unes envers les autres, y compris dans le chariot qui va les mener sur l'échafaud à Paris. Toutes auront la tête tranchée, sauf les deux plus jeunes, 15 et 16 ans. Les révolutionnaires ne sont pas des monstres, on va quand même pas tuer des enfants. Ça, c'est pour les répercussions plutôt locales. Au niveau national, il se trouve que entre Verdun et Paris, comme plus tard pour la Première Guerre mondiale, il n'y a pas grand-chose pour protéger le pays. Et les révolutionnaires parisiens, quand ils savent que les Prussiens sont à Verdun, ils commencent à voir un petit peu les jetons. Ils ont peur. Ils ont peur que les puissances étrangères atteignent la capitale et ne mettent fin aux élans révolutionnaires. Alors, on va commencer à faire tourner la guillotine à plein régime. Ce sont les fameux massacres de septembre. Beaucoup de têtes vont tomber et quelques mois plus tard, ces événements laisseront place à la Grande Terreur de 1783. À ma connaissance. Ça fait pas sur le mur, et on va s'intéresser à ce mur, messieurs, dames. Pour les photos. Messieurs, dames, nous avons devant nous une carte qui a été peinte par un soldat français en 1916. Aujourd'hui, elle est totalement mangée par l'humidité, par le sable. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, elle sera photographiée, puis restaurée, je ne sais pas, avec un outil multimédia quelconque, et imprimée, pourquoi pas, sur des plaques de plexi. Elle aurait tout à fait sa place dans des lieux tels que la citadelle souterraine, ou même le mémorial sur le champ de bataille. À ma connaissance, il en existe 2 ou 3 copies. L'une se trouvait jusqu'à maintenant à l'ouvrage de la Falouse, à 10 km de Verdun, mais elle était de pas de très bonne qualité, finalement assez sombre, pas très lisible. Une autre copie se trouve à l'hôtel du gouverneur, pas très loin de la gendarmerie, à quelques centaines de mètres de la place de la Roche. Mais c'est un bâtiment réservé aux militaires. Quand on est civil, il faut quand même montrer patte blanche pour entrer dans ce genre de lieu. En tout cas, cette carte est vraiment magnifique. On y voit au sud la ville de Verdun, à l'ouest la citadelle. Vous pourrez compter ces bastions, il y en a bien 7. Et le tout traversé par la Meuse, cette rivière qui s'écoule vers le nord, qui sépare le champ de bataille de Verdun en 2 parties, tout bêtement la rive droite et la rive gauche.
Le champ de bataille de Verdun s'étend très loin vers l'ouest, puisque le secteur de combat le plus à l'ouest du champ de bataille de Verdun se trouve être la côte 304, ici. Tout ce qu'il y a derrière nous amène vers les champs de bataille d'Argonne. Tout ce qu'il y a à l'est de la côte 304, c'est le champ de bataille de Verdun. Il faut dire que ce champ de bataille, il est fréquenté dès septembre 1914. Verdun, c'est pas... Comme mobilisateur. D'accord. J'ai resté une année ici, vécu ici, et travaillé là-bas dans les bureaux. J'étais secrétaire des commandants. Ah, c'est-à-dire que quand on fait l'armée, à un moment donné, on est content de sortir le dernier jour. Ah, c'est des bons souvenirs. C'est de service ou de carrière? Non, de service. Évidemment, ça a beaucoup changé, là. Les détachements, les trucs. Le bâtiment là-bas, j'ai appris qu'il a été refondé il n'y a pas longtemps, en 2018. D'accord. Et là, c'était habité, ces bâtiments-là. Parce que bon, le conférencier, il parle principalement, ce qui l'intéresse, c'est 14-18. Hein. Mais il n'y a pas eu que 14-18. Il y a eu toute l'armée française qui a stationné ici après. Différents régiments, différentes unités. Et là, notamment, il y avait des familles de militaires qui ont habité des années. Famille habitait en France? Oui. C'était courant dans les choses ou c'est propre lieu? C'est courant. Et un centre mobilisateur, c'était un établissement qui conservait des matériels. Notamment là-bas, il y avait une friche où stockait des véhicules. Là, dans ce bâtiment, c'était des armes, des vêtements, tout un matériel. Ici, c'était un bâtiment de sous-officiers. On était une vingtaine de soldats et autant de sous-officiers ici. D'accord. Ouais. C'est vraiment tout petit. Hein. Là, il y avait le réfectoire, la salle de sport. Ça, c'était des ateliers. Sur l'ensemble du site, il était bien. Les régiments, c'était plutôt avant à Cartigniel. Il y avait le régiment d'infanterie. Et là, c'était des bâtiments, des familles de militaires, du coup, là. Avec les enfants, tout ça, du reste en tout. Il y avait des espaces pour tout ça, Oui. Évidemment, pendant 12 mois, j'ai parcouru les souterrains, les catacombes aussi, là. Formidable. Bon, je ne vais pas spoiler la vie des détestes ça. On m'a dit. Par contre, quand vous voyez une cheminée à la fois de pierre et de briques, là on est plutôt sur de l'aération pure et simple. Le petit chemin de terre qui part derrière les casernes se trouve juste au-dessus de l'ancienne voie romaine qui traversait Verdun et reliait Reims à Cologne. La voie romaine, c'est hyper important dans le développement d'une cité antique, puisque ça permet le passage à la fois des commerçants, mais aussi des pèlerins. Verdun étant un érigé du XIVe siècle, c'est hyper important pour le développement de la cité. Verdun sera également la ville du fameux traité de 1843. Tout à fait. Les trois petits-fils de Charlemagne qui se